Tournant du IVe siècle avant notre ère, Athènes. Il redresse sa tunique, il se racle la gorge. Puis, l'émissaire, envoyé par la cité de Thèbes, s'avance devant l'assemblée athénienne pour déclarer les mots suivants. « Qui donc leur reste encore favorable ? Les Argiens ne leur ont-ils pas été de tout temps hostiles ? Pour les Corinthiens, les Arcadiens, les Achaïens, qu'en dirons-nous ? Voilà des gens qui, pendant la guerre qu'on menait contre vous, obéissaient aux pressantes sollicitations des Lacédémoniens, participaient à tous les efforts, à tous les dangers, à toutes les dépenses. Et puis, quand ils en sont arrivés à leur fin, quelle part d'empire, d'honneur ou d'argent leur ont-ils donné ? Beaucoup de questions nous viennent alors. Comment la cité de Thèbes peut se retrouver à discuter avec Athènes, pourtant l'une de ses pires ennemies lors de la guerre du Péloponnèse ? Elle, qui voulait voir la cité à la chouette démantelée jusqu'à la dernière pierre. Comment Thèbes peut utiliser de telles paroles à l'encontre de Sparte, son alliance la plus solide ces dernières décennies ? En effet, à peine quelques années après la fin du conflit le plus violent qu'avait connu la Grèce jusque-là, après 30 ans d'une guerre sans concession entre les empires athéniens et spartiates, voilà que le bilan de cette période est déjà remis en question. Sparte était sortie grande vainqueur de l'opposition de la précédente série. Mais impossible pour moi de ne pas vous narrer la période à venir. Sans tarder, voici la première partie de l'épilogue de la guerre du Péloponnèse. Après une guerre de 30 ans, que nous avons longuement traitée dans les 7 épisodes de notre série, la Grèce sort exsangue. La reddition d'Athènes en -404 a même souvent été associée à la fin d'un prétendu âge d'or de la Grèce antique. Il est vrai que le conflit change radicalement la vision qu'avaient les Grecs de leur monde, et en premier lieu de la guerre. On passe d'une guerre à objectifs locaux, en partie ritualisée ou en tout cas à la portée en général limitée, à une guerre totale. Les batailles d'hoplites, si elles ne disparaissent pas pour autant, attention, ne sont plus considérées comme l'unique façon de mener une guerre terrestre. Les attaques surprises ou nocturnes et l'utilisation de combattants légers, à l'image des peltastes ou des cavaliers, deviennent plus fréquentes. On assiste par ailleurs à un changement des mentalités au sujet de la nature même de la guerre. Vue jusqu'alors comme quelque chose de certes tragique, mais aussi de noble et de patriotique, elle est de plus en plus condamnée par les penseurs comme une expérience humaine épouvantable et intrinsèquement mauvaise. Et pour cause, à côté de pertes humaines impossible à chiffrer exactement, mais se comptant sûrement en centaines de milliers d'individus, et de pertes matérielles très lourdes elles aussi, la Grèce semble perdre son énergie intellectuelle dans l'affaire. Les cités ont subi un grave traumatisme psychologique associé au sentiment d'une grandeur perdue, notamment dans la cité ravagée d'Athènes, jusqu'alors centre culturel d'une civilisation entière. Le commerce et l'agriculture, deux secteurs économiques très touchés par les hostilités, mettent eux aussi de nombreuses années à se relever. Même la religion est ébranlée. Des courants comme les mystiques ou le scepticisme cynique se développent comme des modèles de contestation. Ces tendances considérées comme extrêmes se répandent partout, en réponse à des croyances établies depuis des siècles qui se sont effondrés en quelques décennies. La société grecque est profondément remaniée par le fait que des milliers d'anciens esclaves sont affranchis pendant la guerre, à l'inverse de milliers de citoyens qui sont quant à eux réduits en esclavage lors des captures. Un brassage sans précédent s'est opéré dans une société jusque-là très cloisonnée. Et pour finir, on peut noter que l'expansion du modèle démocratique athénien connaît un coup d'arrêt définitif dans le monde grec, la tendance politique revenant aux oligarchies. C'est donc une multiple crise économique et sociale, mais même religieuse et des valeurs que l'on nous a longtemps dessinées dans cette période.
Cependant, l'historiographie moderne tend à relativiser cette opposition avec un siècle d'or précédent, une opposition un petit peu exagérée. À l'image de la chute de l'Empire romain ou d'autres périodes très symboliques, très fortes de sens, on aime penser que tout bascule, tout s'effondre, sans prendre en compte des changements souvent beaucoup plus insidieux. Quoi qu'il en soit, le 10 mars 1996, soit 24 siècles après les faits, lors d'une cérémonie spéciale tenue dans l'ancienne Sparte, les maires contemporains de Sparte et d'Athènes signent un traité de paix qui met fin officiellement à cette guerre. Mais pour nous, qui nous sommes arrêtés en moins 404, l'histoire du monde grec est loin de s'arrêter là. Athènes est ravagée. La ville a perdu la moitié de sa population d'avant-guerre. La cité conserve la région de l'Attique, mais doit renoncer au reste de son empire. Sparte lui a imposé une limite de 20 trières pour sa flotte, et la destruction de sa muraille la rend encore plus vulnérable. Athènes a donc clairement perdu sa position de cité dominante. Mais attention, il ne faut pas être catégorique pour autant. Elle parvient tout de même à maintenir un statut de cité de poids dans le monde grec. Elle fait preuve d'une résilience qu'on lui connaît désormais bien et fait tout ce qu'elle peut pour se rétablir politiquement notamment. Son nouveau régime politique est fondé sur la réconciliation et l'union. Une loi d'amnistie générale interdit même, sous peine de mort, de rappeler les fautes passées. On l'a vu dans le dernier épisode de la série, la protégée d'Athéna a surtout pu compter sur Sparte, qui a tenu tête à ses alliés, Thèbes et Corinthe en premier lieu, qui voulaient la voir rayée de la carte. Nous avons déjà exposé tout un tas de raisons à cette position, mais je peux en citer une dernière aujourd'hui. De l'autre côté de la mer, le roi de Perse, Darius II, est sur son lit de mort. Sauf que son successeur désigné, Artaxerxès, est clairement hostile à son frère cadet, Cyrus, le grand ami de Lysandre, le grand ami de Sparte. La Perse, qui va voir une nouvelle tête couronnée, est donc susceptible, à tout moment, de retirer son soutien à Sparte, voire même d'entrer en opposition. Cette situation a sans doute été un facteur important dans l'établissement de conditions de paix moins dures, permettant de hâter la reddition d'Athènes. Sparte, de son côté, s'est fait championne de la liberté et de l'autonomie des cités. Mais sa victoire contre Athènes l'a conduit de fait à la tête d'une alliance à deux vitesses. D'un côté, nous avons la Ligue du Péloponnèse, fonctionnant sur une base collégiale et respectant l'autonomie de chacun. De l'autre, en une petite année, les anciens alliés d'Athènes voient la domination de leur ancien maître être tout simplement remplacée par une autre, dirigée par la cité lacédémonienne. Versement de réparation de guerre, gouvernement oligarchique, fidèle ou favorable placé par Sparte, garnison de surveillance, tout y est. En moins 402, Sparte se retrouve en confrontation avec la cité d'Élis, pourtant membre de la Ligue du Péloponnèse, pour régler de vieux greffes datant de la guerre. Pour la première fois, Sparte tente alors d'imposer un tribut et la force militaire à l'un de ses alliés proches, qui se pensait exempté de ce genre d'attitude. Seuls Corinthe et Thèbes osent s'opposer à Sparte, les autres alliés obéissent. Mais leur mécontentement et leur crainte se font grandissants. Élis est mis au pas, et Sparte en profite pour étendre sa propre domination sur la région. C'est une victoire pour Sparte, mais en demi-teinte. Il ressort de cette affaire que Sparte prend un grand risque en pratiquant des actes d'ingérence dans sa propre péninsule et risque d'écorner son image de championne de la liberté. C'est à cette période qu'Artaxerxès, finalement bel et bien désigné roi des rois de l'Empire perse, sous le nom d'Artaxerxès II, rappelle Sparte à ses promesses. En effet, en échange de leur aide contre Athènes, qui, je le rappelle, a été décisif, les Perses s'étaient vus promettre un retour de leur dominance sur les côtes d'Asie mineure et un remboursement progressif des fonds avancés. Sparte est bien embêtée. Elle n'a pas l'intention d'accéder à ces requêtes.
et elle n'en a pas les moyens. Elle comptait sur la situation du royaume achéménide, loin d'être paisible, pour se faire oublier et tirer son épingle du jeu. La succession de Darius ne s'est en effet pas déroulée de manière sereine. Cyrus le Jeune, allié privilégié de Sparte, refuse de reconnaître l'autorité de son grand frère monté sur le trône. Il prépare immédiatement une rébellion et est sauvé de peu par sa mère, qui a une grande influence sur ses fils, dont le roi, quand le satrape Tissaphernes dénonce Cyrus à son nouveau roi. Mais bien décidé à occuper lui-même le trône, ce premier échec n'arrête pas ses intrigues. Il prend lui-même contact avec les Spartiates en leur rappelant le rôle joué par son or dans leur victoire. Et là, on ouvre la porte de l'histoire assez folle de l'Anabase, où Sparte apporte son soutien à Cyrus dans sa rébellion contre son frère. Je peux vous le dire, une vidéo dédiée à cette aventure devrait sortir sur la chaîne. Mais pour résumer, en 401, Sparte s'engage dans la guerre de succession de l'Empire perse, en espérant voir monter sur le trône le candidat leur étant favorable. C'est l'expédition des 10 000, mercenaires grecs, partant combattre pour Cyrus, aux confins du monde connu. L'historien Xénophon en faisant partie et relatant cette aventure. Malheureusement pour eux, les Spartiates ont misé sur le mauvais candidat. Cyrus meurt lors de la bataille qui l'oppose à son frère, et sa rébellion est un désastre, poussant à la retraite de l'Anabase des mercenaires survivants. Artaxerxès s'emploie alors immédiatement à imposer ses prétentions par la force, et une guerre ouverte éclate entre les cités grecques d'Asie mineure, soutenues par Sparte, et l'Empire perse. Jouant des dissensions entre les satrapes locaux, Tissaphernes et Pharnabase, que les Spartiates connaissent bien, les Grecs parviennent à un premier temps à leur tenir tête sur terre. Le roi des rois voudrait alors frapper durement sur mer, et pour cela, il sort un atout assez inattendu de sa manche, Conon, l'amiral athénien qui a survécu au massacre d'Aigos-Potamos, s'était en effet réfugié à Chypre après sa défaite. Il est engagé par la marine perse, qui le met à la tête de la flotte achéménide avec une mission, se venger de Sparte et les bouter hors d'Asie mineure. Durant plusieurs années, la guerre fait rage sur les rivages d'Ionie, et à Sparte, la situation sociale se tend. La faiblesse du corps civique, exsangue, donne des envies de pouvoir aux couches inférieures. Dans cette période, plusieurs complots visant à renverser l'oligarchie en place sont démantelés. Heureusement, en 398, Agis II arrive à la fin de sa vie. Lui, qui a mené la guerre contre Athènes durant toute la seconde moitié de la guerre, doit laisser sa place. Son fils, étant soupçonné d'être la descendance d'Alcibiade, c'est son frère qui monte sur le trône, Agésilas II. Proche du héros Lysandre, il représente le renouveau d'une autorité déclinante. Le nouveau roi prend d'ailleurs le commandement exclusif des forces armées grecques et demande un grand nombre de soldats et de trières à ses alliés pour nourrir l'effort de guerre, limitant grandement l'implication de ses propres citoyens, déjà trop peu nombreux pour être risqués au combat. 2000 zélotes affranchis et 6000 alliés partent avec lui pour le front d'Asie mineure. Les 2 années suivantes, il mène une brillante campagne en Ionie contre Tissaphernes qui aboutit à la bataille du fleuve Pactole, non loin de la capitale provinciale, Sardes. Il y remporte une grande victoire contre Tissaphernes qui sera exécuté peu après. Les Grecs pillent la Lydie et toute la côte nord de la péninsule laissée sans protection, engendrant un butin énorme, tandis que leur flotte patrouille la mer Égée pour tenir en respect Conon. Ces succès sont si perturbants pour les Perses qu'ils les contraignent à adopter une nouvelle stratégie, saper l'alliance spartiate de l'intérieur. Artaxerxès II engage des fonds très importants pour semer la dissension au sein des cités grecques, en Asie mineure certes, mais surtout en Grèce centrale.
Le but, nourrir avec des sommes importantes les ressentis de nombreux gouvernements grecs qui s'inquiètent de la tournure impérialiste que prend la domination spartiate. Et c'est cette politique extérieure qui va mener à l'éclatement prématuré de l'hégémonie spartiate, celle que l'on nomme la guerre de Corinthe. Pouvant à peine savourer son triomphe, Agésilas apprend que la situation est au bord de l'explosion en Grèce. Le conflit qui s'ouvre va mettre Sparte face à de nombreuses cités grecques qui souhaitent, pour des raisons très variées, voir la puissance montante de Lacédémonie freinée. En revanche, il ne faut pas voir ça comme un affrontement classique entre cités. Au sein même de toutes ces opposantes, des partis contre et pro-spartiates s'opposent. À Thèbes et Athènes en premier lieu. Cependant, c'est bien du côté de Thèbes que la tension est la plus forte. Sparte, voyant bien de son côté que son allié d'hier est de plus en plus arrogant et se détache de son influence. C'est donc sans hésiter que quand les Phocidiens, au nord de la Béotie, appellent à l'aide Sparte contre une intervention militaire des Thébains pour une affaire locale, Sparte vole à leur secours, déclenchant de fait une guerre à Thèbes. Athènes, trop heureuse de mettre un terme à sa morne existence dans l'ombre, s'allie à Thèbes, pourtant l'un de ses plus grands ennemis d'hier, et rassemble les hoplites qui lui restent. Le plan spartiate est simple, mais se veut imparable. Une force, commandée par le héros de la guerre du Péloponnèse, Lysandre, doit rassembler les Phocidiens et tous les alliés possibles dans la région pour attaquer par le nord-est. Au sud, Pausanias, le roi spartiate resté au bercail, mobilise l'armée lacédémonienne et doit prendre la région en tenaille et s'occupera d'Athènes au retour. Sauf que voilà, Lysandre pénètre le premier en Béotie et arrive au lieu où les deux armées sont censées faire jonction. Sûrement désireux de retrouver sa gloire passée, n'étant pas particulièrement en bons termes avec Pausanias, il décide d'attaquer les Thébains seul, sûr de lui. Lysandre tente une première fois de prendre la cité par la ruse, en déclenchant une mutinerie au sein de ses murs, mais cette dernière échoue. Il décide alors de monter un assaut en règle, mais les Thébains réagissent promptement et envoient une force de secours prendre en tenaille l'assaillant. Les combats sont d'une grande violence, et Lysandre est touché, il meurt dans les combats. Les alliés de Sparte sont en fuite, et les Thébains courent à leur poursuite. Mais les premiers font volte-face, profitant du terrain accidenté, et parviennent à provoquer de lourdes pertes chez leur poursuivant, qui doit renoncer à la poursuite. Quand Pausanias arrive enfin sur place avec l'armée spartiate, il trouve une situation étriquée. Les contingents alliés sont rentrés chez eux. Les Thébains sont affaiblis mais pas vaincus, et reçoivent des renforts athéniens. Désireux de récupérer le corps du héros national, Lysandre, Pausanias négocie une trêve. Il recueille les corps des tombés et retourne à Sparte. Pensant être accueilli chaleureusement pour avoir ramené les corps de ses compagnons, il est en réalité sèchement accueilli par des accusations très graves. On lui reproche d'être arrivé en retard en Béotie, d'avoir abandonné Lysandre volontairement. Pausanias, se rendant compte qu'il n'est pas de taille face à l'aura que Lysandre avait et qu'il allait être condamné, voire exécuté, préfère partir en exil. Il est remplacé par son fils, Agésipolis, mais ce dernier est toujours mineur et loin d'être prêt pour la tâche qui l'attend. Sparte vient de perdre 2 têtes dirigeantes, laissant de fait Agésilas seul maître de la situation. Mais ce dernier est encore à l'autre bout du monde grec. Il n'est donc pas là pour voir la situation se dégrader encore. La coalition anti-spartiate est rejointe par Argos. Rien d'étonnant venant de cet ennemi héréditaire de Sparte qui a combattu un temps avec Athènes et voit une nouvelle opportunité de disputer l'hégémonie de sa némésis. Mais plus grave, Corinthe, l'un des plus vieux alliés de la cité, rejoint la coalition. Chaque cité a ses raisons bien à elle, mais une chose les unit, la colère contre Sparte.
Cette dernière a réussi l'exploit de mécontenter en seulement 8 ans quasiment tous ses alliés les plus puissants. La coalition place son quartier général à Corinthe et commence à rassembler ses forces. Voyant la gravité et l'urgence de la situation, Sparte est contrainte de rappeler expressément Agésilas en Grèce, au début de l'année suivante. La Perse a réussi son coup, éloignant les armées spartiates de ses frontières qui doivent traverser le détroit. En attendant le retour d'Agésilas avec ses importantes forces, Sparte se doit de réagir. Les coalisés perdent du temps à se chamailler sur qui doit prendre le commandement de l'armée, et il faut en profiter. Un certain Aristodème, le régent de la ville, lève une armée considérable en s'appuyant sur tous les alliés de la péninsule qui ne sont pas encore passés à l'ennemi. 6 000 hoplites lacédémoniens sont rejoints par 13 000 hoplites venant des cités du Péloponnèse et des îles encore fidèles à Sparte. Environ 600 cavaliers, 400 frondeurs et 300 archers crétois complètent l'armée qui se met en marche pour Corinthe. Voulant prendre de court les ennemis encore en train de se rassembler. Aristodème doit en effet compter sur la rapidité, car le nombre n'est pas de son côté. Quasiment 24 000 hoplites et troupes légères, ainsi que pas moins de 1500 cavaliers, sont venus des 4 cités coalisées. L'armée spartiate pénètre la région de Corinthe dès le mois de mars. Bien contraints d'accueillir les envahisseurs qu'ils pensaient adopter une stratégie défensive, les coalisés sortent de la ville pour livrer bataille. La formation spartiate, avec les Lacédémoniens sur le flanc droit et les alliés à gauche, tranche avec la confusion des coalisés, qui peinent à se mettre d'accord sur la place de chaque contingent. Les commandants respectifs n'ont jamais combattu ensemble, ou en tout cas jamais dans le même camp. Les Athéniens sont contraints de se placer à gauche, en face des Spartiates, alors qu'ils souhaitaient les éviter, alors que les Corinthiens, les Argiens et les Béotiens complètent la ligne sur leur droite. Les 2 immenses phalanges se mettent en marche, et comme souvent dans ce genre de manœuvre, dévient petit à petit, au fil de la marche, sur leurs droites respectives. Ainsi, au moment du choc, les 2 ailes gauches sont très vite mises en difficulté, encerclées. D'un côté, les Spartiates bousculent et mettent en fuite les Athéniens. Mais de l'autre, les Béotiens font reculer les Péloponnésiens. Les écrits nous racontent que ces derniers ne combattraient pas avec beaucoup d'entrain. Peut-être incertain des raisons les amenant à devoir combattre cet adversaire en ce jour. Cependant, les 2 adversaires ne réagissent pas de la même façon. Alors que les Thébains et autres coalisés se mettent à poursuivre leur opposant direct, les Spartiates font volte-face et fondent sur les Argiens, puis les Corinthiens et enfin les Béotiens, tous les 3 mis en déroute. Les Spartiates occupent le terrain et l'ont clairement emporté, mais les pertes sont lourdes. Elles grimperaient à quasiment 3000 décès chez les coalisés et la moitié côté Spartiate. Aristodème est contraint de retourner à Sparte. Sa victoire n'est pas assez totale, et il doit se retrancher en attendant le renfort du véritable roi de sa cité, qui arrive du nord, et doit porter, on l'espère, un coup fatal au pilier de la coalition, Thèbes. Agésilas arrive avec son armée après des mois de marche. Mais ces hommes sont confiants, galvanisés par leur victoire contre les Perses ces dernières années. C'est cependant, malheureusement, à ce moment précis, que le chef spartiate apprend une terrible nouvelle. Le Navarque, qui l'avait laissé à la tête de la flotte spartiate, a été défait par Conone à la bataille de Cnide. Toute la flotte lacédémonienne est détruite ou capturée. L'Athénien gonfle considérablement son escadre et la position de la cité lacédémonienne dans la région n'est plus tenable. Tous les gains de ces dernières années sont sur le point de s'effondrer. Sagement, il cache cette nouvelle à ses hommes et fait en sorte d'engager au plus vite le combat sur terre. En face, les troupes de l'Alliance ont accouru depuis Corinthe pour aider les Thébains, retranchés près de Coronée.
Suite aux pertes consenties à la bataille de Némée, ils alignent 20 000 soldats pour faire face aux 15 000 d'Agésilas. Tous des professionnels de la guerre, mercenaires recrutés sur le chemin ou vétérans de la campagne d'Asie mineure. À noter qu'un petit contingent spartiate lui a été envoyé par voie maritime, mais seulement quelques centaines d'hommes, Sparte ne voulant pas dégarnir les défenses de son propre territoire, doutant peut-être de la fidélité de ses alliés environnants suite à leur posture combattante lors de la bataille de Némée. Au sein de la coalition, cette défaite pèse encore lourdement sur le moral. La phalange se met difficilement en place. Les Argiens face aux Spartiates, puis les autres coalisés face aux alliés et mercenaires d'Agésilas, commandant lui-même son armée. Comme à Némée, les deux lignes se mettent en marche, puis accélèrent, dévient légèrement, puis, à quelques centaines de mètres du choc, les Thébains rugissent et sonnent la charge, enfonçant rapidement le flanc adverse. Les Spartiates font de même de leur côté, et les Argiens n'attendent même pas le choc pour se débander et se replier en courant. Au centre, ce sont les peltastes et tireurs légers asiatiques recrutés par Agésilas qui permettent aux Spartiates de prendre le dessus. À ce moment, des nouvelles du déroulement de la bataille de l'autre côté arrivent aux oreilles du roi. Les Thébains ont brisé les rangs des combattants qui leur étaient opposés et ont déjà commencé à s'emparer d'une partie du butin dans le campement. Sans attendre, il ordonne à ses hommes de faire volte-face et d'avancer en formation serrée contre les Thébains. Ces derniers se rendent compte, encore une fois trop tard, de leur erreur, qu'ils ont fait 2 fois. S'ensuit évidemment un bain de sang pour les malheureux Thébains. Xénophon nous le décrit comme l'un des pires massacres dans l'histoire des batailles d'Hoplite. Plus de 600 Thébains sont abattus et massacrés dans leur retraite. À la fin de la journée, bien que blessé dans la bataille, Agésilas est vainqueur incontestable. Mais il n'est pas satisfait. Il le sait, bien que les Thébains ont encore une fois payé très chèrement la défaite, les autres contingents ont réussi à se replier sans grande perte, et la coalition est toujours debout. Il doit, à contre-cœur, laisser partir ses mercenaires et replier le reste de ses forces hors de Béotie pour enfin rentrer sur les terres lacédémoniennes. L'année se clôt donc en demi-teinte pour Sparte. Elle a corrigé par 2 fois ses adversaires lors de grandes batailles et a mis hors d'état de nuire Thèbes. Sparte conforte sa supériorité sur le continent, mais sa mainmise sur la mer Égée et l'Asie mineure n'aura pas duré longtemps. Conone a détruit tout espoir de thalassocratie lacédémonienne et l'ensemble des gains de ces dernières années en Asie mineure sont menacés. Après sa victoire pour le comte des Perses, il retourne dans sa cité avec son escadre d'une 50aine de navires. 10 ans après la défaite d'Aigos-Potamos, le réfugié est accueilli en héros par sa population. L'année -393 commence avec un goût de cycle perpétuel, marquant le retour d'Athènes sur l'échiquier seulement 10 ans après sa chute face à Sparte. Conone entreprend la reconstruction des murailles de la cité et du grand mur reliant la ville au port du Pirée. Il compte bien profiter que Sparte soit en conflit ouvert avec ses alliés d'hier pour redonner à sa cité une partie de sa gloire d'antan. Après les murs, cela commence aussi par la place sur les mers. Se servant de son escadre personnelle, il repart sur les flots. Les îles de Skyros, Lemnos, Imbros et, comme un symbole, Délos, retombent sous le contrôle de la cité à la chouette. Le but affiché est de créer des comptoirs sécurisés sur la route du bois et surtout du blé venant de la mer Noire, comme Athènes l'a en réalité toujours fait. J'ai presque l'impression de relire mon script du début de la guerre du Péloponnèse quand je dis ça. Mais l'amiral athénien se permet même de s'emparer de l'île de Cythère, au sud du Péloponnèse, et menace directement Sparte. Il rentre à Athènes auréolé de gloire, et la population fait construire une immense statue à celui qui a lavé l'honneur d'Athènes.
Pour rester dans le recommencement perpétuel, les financements de la ville souffrent cependant dangereusement de ce retour à une politique d'expansion. L'impôt sur les plus riches ne suffit plus, et Athènes doit revenir à ses pratiques du siècle précédent, lever des taxes sur ses nouveaux alliés. Au début de l'année suivante, le redressement d'Athènes en un an est si spectaculaire que les Spartiates ont sûrement tous senti une petite goutte de sueur perler collectivement sur leur front. Eux qui ont délibérément choisi de ne pas éradiquer Athènes. Mais heureusement pour eux, ce ne sont pas les seuls à voir cette renaissance d'un mauvais œil. Les Perses se demandent si leur stratégie pour étouffer l'hégémonie spartiate ne va pas tout simplement ramener l'hégémonie athénienne, tout aussi problématique pour eux. La Perse a tout intérêt en réalité à garder un monde grec désuni, sans aucune hégémonie dominante qui pourrait lui contester sa puissance dans la région. Son jeu diplomatique contre Sparte pourrait se retourner contre elle, en favorisant trop fortement ses adversaires comme Athènes. Le plan anti-Agésilas a bien trop fonctionné et risque de replacer Athènes en position forte. À Sparte, on n'est pas dupe, et on a bien compris la situation. Contrairement à l'image moderne qu'on peut avoir, les Spartiates ne sont pas des guerriers dénués de tout sens politique, loin de là. La cité envoie une délégation auprès du roi des rois pour lui faire comprendre que Conon, bien loin de servir les intérêts perses, est en train de rétablir un empire athénien. Et elle apporte un argument de poids. Sparte est prêt à reconnaître la souveraineté perse sur les cités grecques d'Asie mineure, contre une autonomie garantie en mer Égée. Un satrape perse, du nom de Tiribase, se montre très favorable aux propositions spartiates. Il essaye de convaincre son roi qu'une telle solution mettrait à l'abri l'empire perse de l'ingérence grecque sur son continent. Il prend donc l'initiative, lui-même, de faire arrêter Conon, qui se rendait défendre la cause athénienne auprès du roi. Après une tentative d'empoisonnement et finalement sa libération, ce dernier part se réfugier à Chypre, où il meurt très rapidement. Des négociations entre Athènes, Sparte et la Perse s'engagent. Mais personne n'arrive à se mettre d'accord sur les clauses d'une possible paix. La Perse décide de retirer son soutien à Athènes, mais ne penche pas pour autant en faveur des Spartiates. Le conflit reprend donc l'année suivante, surtout dans la péninsule du Péloponnèse, où Corinthiens et Athéniens tentent de faire plier Sparte. De nombreuses escarmouches éclatent pour le contrôle de l'isthme, qui passe de main en main pendant 2 ans. Porte d'entrée de la péninsule, il est l'objet de toutes les convoitises. La plus notable de ces escarmouches a lieu en -390. Alors qu'Agésilas parcourt le territoire corinthien avec le gros de son armée, il laisse une petite force en arrière pour sécuriser le port de Corinthe. Lors d'une manœuvre, un bataillon de 600 hoplites spartiates est surpris en rase campagne par des nuées de peltastes athéniens. Comme lors des affrontements de la guerre du Péloponnèse, ces fantassins légers harcèlent sans relâche les hoplites lacédémoniens, rompant la formation à chaque charge de leur adversaire. En plusieurs heures d'harcèlement, de repli et de poursuite, pas moins de 250 hoplites spartiates sont abattus, pour un prix quasiment nul. Et c'est là le plus grand dommage infligé au corps civique de Sparte depuis la bataille de Sphactérie. La décennie suivante s'ouvre de manière plus favorable pour la cité lacédémonienne. Elle mène campagne en Acarnanie, au nord, pour rallier la région à sa cause. Puis, elle bénéficie grandement de la division de ses ennemis. Thèbes est hors course, on l'a dit. Mais Corinthe, elle aussi en réalité. Affaiblie par des années de guerre sur son petit territoire ravagé et par des dissensions internes sur la conduite à tenir, elle n'a plus qu'un rôle fantomatique dans la coalition qui s'articule en réalité désormais surtout entre Athènes et Argos. Sauf que la première a le regard plutôt tourné vers son ancien empire. Ses forces sont employées à la conquête maritime. Argos se retrouve de fait très isolé dans la péninsule. Le roi Agésipolis, arrivé à la majorité, mène sa première expédition pour piller le territoire d'Argolide, sans parvenir à capturer la cité, mais en l'obligeant à rester sur la défensive.
C'est cependant surtout sur mer que Sparte va reprendre des couleurs. Alors qu'Athènes, menée par Thrasybule, l'ancien compagnon d'Alcibiade, reprend son expansion maritime de Thasos à Byzance en passant par les îles de Chios et Lesbos, le roi perse prend réellement peur de cette montée en puissance continuelle et envoie en réaction des sommes importantes à Sparte pour l'aider à reconstruire une flotte concurrente. Ces derniers en tirent immédiatement profit en reprenant grâce à elle le contrôle de l'île d'Égine, juste en face d'Athènes. En -387, les marins spartiates tentent même un coup de main sur le port du Pirée. Surtout, la même année, le gros de la nouvelle flotte lacédémonienne, forte de 80 navires, est envoyé dans l'Hellespont et reprend le contrôle de cette région, qui, décidément, reste le lieu où la confrontation entre Sparte et Athènes s'est toujours jouée. Le ravitaillement de la cité à la Chouette, de nouveau menacé, Athènes, de peur de revivre la défaite de -404, et ne pensant pas bénéficier de la clémence spartiate une deuxième fois, est prête à faire la paix. En -386, les négociations reprennent. Le roi perse, conscient que la balance des forces des cités grecques est en partie dépendante de son bon vouloir et de son financement à l'un ou l'autre des camps, s'impose en garant de la paix à venir. Vous aviez peut-être une image d'une Perse lointaine pour le monde grec, surtout après les guerres médiques, ou tout au plus présente quand il s'agit de s'affronter. Mais la période que nous traitons actuellement montre bien qu'elle est en réalité un véritable arbitre du monde grec. Les Lacédémoniens, épuisés par un nombre étonnamment important de batailles rangées et la perte assez sensible de plusieurs centaines de citoyens, concèdent cet état de fait. En face, les autres grandes cités grecques rechignent, évidemment, mais la menace qui pèse sur l'approvisionnement en blé d'Athènes, la menace d'une invasion spartiate qui pèse sur une Argos isolée et une Corinthe affaiblie, les force à tous s'asseoir à la table des négociations. Artaxerxès convoque à Sardes les représentants de toutes les cités. Celle que l'on nomme la paix du roi n'est pas une paix entre deux partenaires. C'est en réalité un ordre royal qui se double même d'un ultimatum. La Perse en est la garante, et Sparte obtient la position de gardienne, de bras armé de cette paix sur le terrain, par sa position relativement dominante. Les conséquences de cette paix du roi sont grandes. L'Empire perse récupère la souveraineté des cités ioniennes et sur les îles les plus proches de la côte. Thèbes doit dissoudre la confédération béotienne et abandonne de fait l'hégémonie régionale qu'elle avait construite. Athènes se voit le droit de garder les 3 îles Skyros, Lemnos et Imbros pour sécuriser sa route du blé, mais doit renoncer à toutes ses autres ambitions impériales dans la mer Égée. Corinthe et Argos ne voient pas vraiment leur situation changer, si ce n'est l'obligation de détruire le lien qui les a unis dans cette coalition anti-spartiate. Et Sparte, justement. Le roi des rois impose l'autonomie de toutes les cités grecques de la mer. Cette autonomie sous-entend la fin des garnisons et des tribus imposées par Sparte, qui retire ses griffes de la région. Gardant sa position dominante sur le monde grec, et notamment sur le Péloponnèse, mais voyant ses ambitions hégémoniques contrariées. La paix de -386 est un succès diplomatique aux yeux du roi perse. Elle offre à Sparte une sortie honorable, tout en favorisant un équilibre des cités plutôt qu'une hégémonie trop dangereuse de l'une d'elles. Cependant, cette paix est en partie fondée sur un malentendu. Cette autonomie des cités mineures et des îles, laissées à la surveillance des Spartiates, va rapidement illusionner la cité lacédémonienne, qui pense être confortée par la Perse dans sa position dominante totale. Par la suite, elle va donc reprendre de plus belle sa politique impérialiste, à l'encontre des Péloponnésiens, mais aussi des autres Grecs. Et on le sait maintenant tous ici, cette politique ne peut mener à terme qu'à une autre crise, dont les ennemis de Sparte,
Athènes et Thèbes en premier lieu, ne manqueront pas de tirer profit. Merci à vous pour votre attention, on se retrouve bientôt pour la deuxième partie de cet épilogue des guerres du Péloponnèse. J'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je retourne au fourneau en vous souhaitant que l'histoire soit avec vous.